Siège d'Euronext Paris. Allez, on file tout de suite à New York où nous attend donc Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Est-ce qu'on se profile vers une consolidation aussi à l'ouverture chez vous dans 25 minutes maintenant, après le nouveau plus haut historique enregistré par le Dow Jones hier soir? On n'était pas loin des 18 900 points, semble-t-il. Oui, absolument. C'était un plus haut historique. Oui, je dirais que les choses se calment un tout petit peu. Il y a eu une très grosse réallocation d'actifs sur les deux dernières séances, puisque l'argent a été dans des secteurs qui avaient été peut-être sous-investis jusqu'à maintenant, et je parle surtout de tout ce qui est l'industrie et aussi d'une façon très très importante les valeurs financières. Il faut que ça se calme un tout petit peu, et puis on se pose évidemment toutes les questions nécessaires à se poser. On a eu pendant 2 jours une lecture très positive du programme républicain de stimulus de l'économie, et puis aujourd'hui on se pose des questions. Alors qu'est-ce que va devenir le discours de la campagne électorale, qui est un discours évidemment avec des risques, les risques au niveau des accords commerciaux internationaux, des risques au niveau de l'immigration et plein d'autres dont on pourra parler plus tard. On ne perd pas de vue l'actualité entreprise et notamment les résultats de Disney qui font l'actualité chez vous. Que dit le PDG justement de Disney de l'évolution des médias, puisque Disney, il faut encore le rappeler, c'est la grande chaîne ABC, c'est ESPN aussi, le réseau sportif. C'est exactement le problème. À l'intérieur de Disney, c'est justement ce réseau sportif qui a été un peu la vache à lait de Disney pendant très très longtemps. C'est des abonnements très très chers pour regarder les manifestations sportives, le football américain, le baseball. Et ce qui est en train de se passer, c'est ce phénomène mondial du cord cutting. Les gens ne s'abonnent plus au câble, ils regardent en streaming beaucoup de manifestations sportives. Et alors, par exemple, le chiffre est assez énorme, ESPN en un mois a perdu 600 000 abonnés. Alors il fait bonne figure Bob Iger quand même, il dit la croissance va revenir, mais non, il y a un très gros point d'interrogation sur Disney à cause de ses activités de câble. Et puis on regarde les autres secteurs d'activité de Disney, par exemple les parcs d'attractions, très gros succès avec l'ouverture à Shanghai, mais là aussi il y a un certain tassement qui est dû à la forte hausse des tarifs d'entrée. Tout à l'heure je regardais le prix d'une journée à Disney World à Orlando, $120 par personne. Vous êtes une famille de 5, $500 pour des Mickey, c'est très cher. Donc il y a peut-être aussi un certain tassement. Merci beaucoup Grégory Volokhin. On vous retrouve dans une grosse demi-heure. Il sera à moins le quart, 4h moins le quart, notre Grégory Volokhin. Vincent Touraine. Et on retrouve donc Grégory Volokhin en direct de New York depuis Mescart Financial Services. Grégory, alors avant de voir un petit peu les secteurs qui pâtissent le plus depuis de l'élection de Donald Trump, et puis ceux qui devraient peut-être continuer d'en profiter de cette élection, voyons ce qui se passe là à l'instant T. Toute petite baisse à l'ouverture, moins 0,17% sur le Dow Jones. Les secteurs qui pèsent le plus sur la tendance, quels sont-ils? Bon, je dirais, puisqu'il y a une petite baisse de l'énergie, le secteur de l'énergie baisse. Il avait aussi beaucoup profité du fait que Trump président, il y aura de nouveau une dérégulation du secteur aux États-Unis. Les valeurs financières avaient tellement monté, c'est normal qu'elles relâchent un tout petit peu de terrain, mais je dirais c'est pas aujourd'hui qu'une tendance va se dessiner. On n'a pas vraiment plus de nouvelles à se mettre sous la main aujourd'hui, ni par rapport à la nouvelle administration, ni par rapport au projet de Trump que hier. D'accord. Alors bon, beaucoup d'incertitudes, enfin beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions, bien entendu, sur ce que va faire Trump, avec de quelles équipes il va s'entourer pour faire quoi. Quelles parties de son programme vont effectivement être exécutées, on va dire, entrer dans les faits. Voyons un petit peu secteur par secteur comment ça joue tout cela. Alors il y a la grande hypothèque, bien entendu, des accords commerciaux, puisque Trump veut retricoter toute une série d'accords commerciaux. Il y a la géopolitique aussi, avec la politique des États-Unis vis-à-vis de l'Iran. Quel secteur, on va dire, est le plus concerné tout d'abord par ces tensions commerciales dont on parle tant, dont on parlait même avant l'élection de Trump et qui pourraient devenir réalité?
Oh, je dirais que tous les secteurs devraient être concernés, mais les choses sont pas si simples. Prenons par exemple un exemple, c'est l'industrie automobile. Évidemment, un des grands thèmes de Trump, c'est la déperdition, la perte d'emplois dans l'industrie automobile aux États-Unis. Ces emplois qui ont été exportés, surtout au Mexique d'ailleurs, mais aussi peut-être en Chine. Mais si vous regardez de près la réalité de l'industrie automobile américaine, les voitures sont toujours assemblées aux États-Unis, mais une grande partie des pièces détachées, qui composent en gros 80% des voitures, sont fabriquées au Mexique. Alors vous allez me dire, voilà, ça c'est totalement injuste. Et non, attention, ces pièces détachées sont fabriquées au Mexique par des compagnies américaines. C'est des compagnies américaines qui tout simplement ont trouvé que la main-d'œuvre était moins chère au Mexique et que pour rester compétitifs globalement, elles devaient baisser leur coût de production. Et c'est là qu'intervient la grosse question. Si Trump, par exemple, annulait les accords commerciaux avec le Mexique, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que les voitures américaines qui doivent acheter leurs pièces américaines au Mexique souffriraient de tarifs douaniers qui feraient franchement monter les prix d'une façon extrême et rendre les voitures américaines non compétitives globalement. Donc vous voyez pour juste un secteur à quel point ces accords commerciaux vont dans les deux sens. Tout est devenu tellement global, tout est tellement devenu intégré qu'il ne s'agit pas de punir un pays, parce qu'en punissant un pays, on va se punir soi-même. Et je pense que si Trump n'en était pas conscient, il va en être très très vite conscient, tout simplement parce que les républicains, qui sont maintenant le parti au pouvoir, sont un parti qui ont été quand même pour le libre-échange, pour les accords commerciaux. Ils veulent évidemment défendre l'intérêt des travailleurs américains, mais il faut le faire d'une façon raisonnable et qui ne casse pas le commerce mondial. Il reste 2 minutes, on va choisir deux autres secteurs. Il y a le secteur énergétique, tout ce qui est lié à l'environnement. Allez-y, dites-nous un petit peu celui aussi qui est le plus, pour lequel les choses sont le plus compliquées, on va dire. On a bien compris que pour l'automobile, c'était très compliqué parce que si les constructeurs ne sont pas affectés, les sous-traitants le sont. Oui, l'énergie c'est relativement intéressant, mais c'est peut-être plus simple puisque d'un certain côté, Trump veut annuler tous les accords de protection de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout d'un coup, aux États-Unis, on voyait déjà hier les raffineurs avoir une très 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 belle performance en bourse, tout simplement parce qu'en fait, ça va coûter beaucoup moins cher aux raffineurs de faire de l'essence. Parce que cette essence devait comporter 10% de dérivés de soja et de maïs, l'éthanol, et là peut-être qu'on va supprimer ces exigences, les voitures vont polluer plus, mais ça va coûter moins cher aux raffineurs et même de nouveau aux constructeurs automobiles. Donc voilà un autre exemple. Le secteur bancaire, on va peut-être éliminer toutes les régulations du secteur bancaire. Ça c'est certain que c'est positif pour les banques, mais avec le risque de nouveau qu'après quelques années, il y ait ces abus qu'on avait bien vus en 2008. Ces abus ont été très bien contrôlés. C'est très bien maintenant de laisser un tout petit peu plus de liberté aux banques, mais jusqu'où ces libertés vont aller? C'est beaucoup de questions qui se posent. Et la maîtrise de l'immigration, ça concerne qui? Ça concerne plein de secteurs, j'imagine, puisque la main-d'œuvre mexicaine est présente dans de nombreux secteurs de l'économie américaine. Exactement. Alors ça va concerner aussi bien les producteurs d'artichauts et d'avocats en Californie que les compagnies de haute technologie qui ont besoin d'ingénieurs indiens, d'ingénieurs chinois, tout simplement parce que les universités américaines qui forment ces étudiants, ces doctorants, ont attiré énormément d'émigrants. Si vous regardez maintenant les campus à Silicon Valley ou en Californie, les deux tiers des étudiants sont ou chinois ou indiens. Si l'on renvoie chez eux, tout simplement, les compagnies telles que Apple, Facebook, Google ne trouveront plus les gens qualifiés dont elles ont besoin. Et c'est une des raisons pour lesquelles tout ce secteur Internet, technologie, Silicon Valley était opposé à Donald Trump. Oui, on pense aux Mexicains, mais effectivement, il y a tous les étudiants, les ingénieurs dont vous parlez. Merci beaucoup, Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services en direct de New York, comme tous les jours, dans Intégral Bourse. Il est 15h42. Merci d'être avec nous.